Il faut que je monte d'abord. Hop. Ça va être un petit résumé dans le sens où parler de l'adolescence. Bon, j'ai toujours pas l'écran, mais parler de l'adolescence, ça peut permettre de faire un survol de un peu de tout ce qu'on a déjà dit ce matin, et à partir de là, donc, de garder simplement un résumé de tout ce qui a pu être dit antérieurement. L'adolescence, t'es sûr qu'il faut appuyer là? Oui, oui, mais là voilà. Pardon. Oui, donc effectivement, le problème de l'adolescence, il est simple, c'est que c'est le moment de la puberté et donc de la maturation de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, mais cette maturation va s'accompagner de modifications qui, en fait, imitent très bien certaines caractéristiques du syndrome des ovaires polykystiques et réciproquement. Ça ne va pas parce que je vais perdre un temps fou, moi. Voilà, non, je n'ai pas perdu un temps. Alors, comment je remonte? Où est-ce qu'il est, Mr. Mice? C'est quoi ce truc? Bon, d'ici là, vous pouvez apprendre l'agenda par cœur. Hein. Bon, mais donc, si vous voulez, le problème, donc, à partir du moment... Merci, il fallait me le dire avant. Bon, et donc, les signes et les symptômes du SOPK qui vont finalement poser un double problème. Soit on va diagnostiquer par excès un SOPK devant des variantes normales d'une puberté, soit on va faire un diagnostic insuffisant avec toutes les conséquences théoriques que ça peut poser pour, par la suite, bien sûr, une prise en charge efficace. Oui, c'est gentil. Oui, donc ça, vous l'avez déjà vu. Alors, d'où vient le SOPK chez l'adolescente? Eh bien, en fait, il vient déjà de la période prénatale, in utero, étant donné que c'est souvent un fœtus qui va probablement subir des problèmes d'imprégnation en perturbateurs endocriniens ou qui va avoir d'autres problèmes, mais le résultat, ce sera souvent une naissance avec un bébé trop petit pour l'âge gestationnel. Par contre, dès l'enfance, cette petite fille va faire un rebond d'adiposité assez précoce et à partir de là devenir plus obèse, ce qui va probablement lui favoriser une puberté un peu plus précoce. Et puis, donc après, on est chez la jeune femme, l'adolescente, avec les troubles des règles et le développement de l'hirsutisme. Je vous passe la suite, elle est très déprimante pour aboutir donc à un âge plus avancé pour aboutir donc à un âge plus avancé au problème des cancers hormonodépendants. Donc finalement, le syndrome des ovaires polykystiques, il est dominé au début de la vie par les problèmes reproductifs et en fin de vie par les problèmes métaboliques et les conséquences et leurs conséquences. Donc, alors, la prévalence de SOPK chez les adolescentes, ce n'est pas très clair. Bon, une étude récente avait parlé d'à peu près 1,14% en utilisant des critères de diagnostic du NIH. Mais cette étude, oui, alors on ne va pas trop vite là. Bon, une étude à Bombay sur 778 jeunes filles a montré une prévalence intéressante parce que 22,5% quand on utilisait les critères de Rotterdam et 10,7% selon les critères de l'Androgen Access Society. Ce qui prouve bien que selon les critères qu'on utilise, on a donc des prévalences extrêmement variées, ce qui pose évidemment le problème quand on lit des articles et des interventions thérapeutiques ou autres, ça pose le problème de savoir quels critères on utilise et est-ce que vraiment il n'y a pas un surdiagnostic ou un sous-diagnostic de ces critères. Et alors, chose plus étonnante, à Bombay, les non-obèses représentaient 72% pratiquement des SOPK, ce qui est quand même très étonnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les antécédents d'oligoménorrhée avaient une valeur prédictive positive ultérieure de 93% sur la survenue du SOPK et inversement, une valeur prédictive négative de 87% sur la non-survenue de SOPK. Donc ce qu'on incrimine, c'est beaucoup l'adiposité précoce,
la prémature adrénarche, les pubertés précoces et les perturbateurs endocriniens. On va passer rapidement en revue tout ça. Alors là, vous avez sur la courbe de gauche le poids de naissance et on voit qu'il y a une différence significative. Enfin, les futurs PCOS ont un poids de naissance significativement plus faible que les contrôles. Et inversement, quand on regarde l'âge de rebond de l'obésité sur la courbe de droite, eh bien, ce sont les PCOS qui ont un âge significativement plus jeune que les non-PCOS. L'adrénarche, la prémature adrénarche. Donc l'adrénarche, c'est la maturation pubertaire, ou plutôt pré-pubertaire, de la zone réticulaire du cortex surrénalien. Elle va sécréter des androgènes, et c'est donc la DHA sulfate. Et on ne sait pas très bien comment se déclenche cette adrénarche, mais il n'empêche qu'elle précède donc toujours, pratiquement la puberté habituelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, elle se produit entre 6 et 8 ans, et que habituellement, cette adrénarche prématurée est tout à fait bénigne. Elle se traduit par une pilosité généralement pubienne isolée, et donc elle est tout à fait bénigne. Néanmoins, dans un certain nombre de cas, elle pourrait annoncer un SOPK. Par ailleurs aussi, ces filles qui font une adrénarche prématurée ont tendance déjà à être un peu plus obèses que leurs camarades. La puberté précoce, la vraie puberté précoce, donc, la prévalence du SOPK dans cette population a été estimée à 64%, et on y trouvait significativement plus de diabète dans les familles, et également, bon, on l'a déjà dit, un antécédent de faible poids de naissance, beaucoup significatif chez les SOPK avec puberté précoce par rapport aux pubertés précoces sans SOPK. Par ailleurs, on avait un âge inférieur de la ménarche, donc puberté précoce, mais encore plus précoce chez les SOPK. Donc l'IMC et le tour de taille qui étaient significativement anormaux, le taux de testostérone qui était augmenté, et des perturbations déjà métaboliques, dans le sens où le cholestérol total était élevé, le LDL aussi, et le HDL, dit bon cholestérol, le HDL était bas. C'est important, donc finalement, dans les deux cas, on a un excès d'androgènes, que ce soit la puberté précoce ou le SOPK, mais néanmoins, il semble bien que dans les deux cas, on va vers un problème métabolique ultérieur, mais donc quand même avec une fréquence importante donc, de SOPK chez ces filles-là. Ceci est important parce que finalement, dans le SOPK à l'adolescence, j'avance un peu, dans le SOPK à l'adolescence, on va se retrouver possiblement avec des filles qui ont des premières règles assez jeunes, voire même très jeunes, mais inversement, on va le voir tout à l'heure, parfois avec un retard, une aménorrhée primaire au-delà des limites habituelles. Donc vous voyez que l'éventail est relativement large. Ici, je n'en parlerai pratiquement pas, ce sont les effets des perturbateurs endocriniens qui vont agir aussi bien en période prénatale, donc in utero, ou bien donc au niveau de l'adolescence, là aussi, et puis même après à l'âge adulte. Et parmi dans ces perturbateurs, le bisphénol A, qui est le plus impliqué, enfin le plus étudié parce que c'est le plus fréquent. Et donc, on a pu démontrer sur des études animales qu'il pouvait perturber la fonction ovarienne des femelles quand elles étaient exposées en période périnatale. Et par ailleurs, il a aussi des propriétés obésogènes, donc tout ça, la boucle est bouclée, on est dans un cercle vicieux. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais c'est quand même très important de souligner le paradoxe du SOPK. Tous les orateurs précédents l'ont déjà signalé. D'un côté, il entraîne une anovulation et donc une sous-fécondité potentielle, mais en même temps, il a une prévalence élevée et une héritabilité élevée. Et tout ceci, donc, c'est l'histoire de l'humanité, où finalement les impacts négatifs du SOPK sur la reproduction étaient minimes, s'exprimaient de façon minime dans un environnement, comme on l'a dit, où il y avait une forte activité physique et une alimentation qui était basique, et avec l'urbanisation, la sédentarité et l'alimentation fast-food, eh bien, la prévalence augmente. Et à partir de là, donc, on peut s'attendre à ce que l'effet sur la fécondité, théoriquement, serait plus majoré à notre époque qu'au niveau historique.
en sachant bien sûr que vous travaillez pour lutter contre cette infertilité. Les expressions cliniques, alors ici vous avez les critères diagnostiques, c'est juste pour vous montrer chez l'adolescente. Quand on regarde 2012, on s'aperçoit qu'on a les ovaires polykystiques à l'échographie, alors que déjà en 2013, avec l'Endocrine Society, on n'a plus ces critères échographiques, et la Pediatric Endocrine Society de 2015, là aussi, ne reprend pas les aspects échographiques. Inversement, en 1990, chez l'adulte, on n'avait pas de critères échographiques, et ils sont apparus en 2003 avec Rotterdam et ont été conservés par la suite. Donc voilà une différence entre le COPK de l'adolescente et celui de l'âge adulte. Donc l'excès d'androgène, bon, ça va être l'hirsutisme modéré à sévère, une acné comédonienne modérée à sévère, des taux de testo constamment supérieurs aux normes, et ça j'insiste sur le constamment, parce que la testo est relativement fluctuante à cet âge-là, et la conséquence, ce seront des cycles irréguliers ou d'oligo-anovulation 2 ans ou plus après la ménarche. Il faut bien voir que toute hyperandrogénie, même si elle n'est pas d'origine ovarienne, qu'elle soit surrénalienne ou autre par exemple, eh bien toute hyperandrogénie exerce un effet sur l'axe gonadotrope, et à partir de là va entraîner des troubles des règles. Ceci est très important parce qu'un hirsutisme qui ne s'associe à aucun trouble des règles, a priori, ça peut être un SOPK, on a vu dans le phénotype C, ça peut être aussi ce qu'on appelle l'hirsutisme idiopathique, c'est-à-dire une sensibilité périphérique accrue aux androgènes. Mais le fait qu'un hirsutisme soit associé à des troubles des règles, et réciproquement des troubles des règles à un hirsutisme, c'est très très important pour rechercher une cause, bon, soit ovarienne, soit éventuellement surrénalienne. Alors, par contre, il faut éviter de se servir des critères suivants pour poser le diagnostic, enfin, ou pour orienter le diagnostic. L'obésité, toutes les obèses ne sont pas des SOPK à l'adolescence, la résistance à l'insuline, parce que ce n'est pas si facile que ça à prouver, l'existence de microkystes à l'échographie et le dosage d'AMH. J'y reviendrai. Donc, les menstruations. On considère qu'il faut 3-4 ans après la ménarche pour que le cycle menstruel adulte s'installe. 3 ans après la ménarche, 90% des adolescentes ont plus de 10 menstruations par an. Bon, et 41% des filles seulement ont des cycles ovulatoires la 4e année. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l'ovulation peut survenir malgré des règles irrégulières, avec bon, parfois des conséquences inattendues et bon, non voulues. Une aménorrhée secondaire pendant plus de 90 jours est significative, même au cours de la première année. Voilà. Et en particulier, donc, vous voyez, bon, c'est l'Endocrine Society qui reprend ces critères que je viens de vous énoncer, et en particulier ce critère-là, une aménorrhée primaire après l'âge de 15 ans ou plus de 3 ans après le développement mammaire, après le début du développement mammaire. Donc, j'insiste bien là-dessus. Le SOPK de l'adolescente, ça peut être des règles très, très précoces. Ça peut être aussi des premières règles très tardives. Et il faut donc il faut pas éliminer le diagnostic parce que en présence de l'un ou l'autre. Et voilà, donc ça, c'est la répartition selon l'âge des jeunes filles de la durée des cycles. Et vous voyez que 80% en moyenne ont des durées de cycle qui vont de 21 à 35 jours, donc la normalité. Donc il ne faut pas s'imaginer que l'adolescente est aussi à des cycles très très perturbés de façon, je dirais, habituelle. Et donc il faut quand même savoir s'intéresser à ces perturbations menstruelles quand elles dépassent donc les limites qu'on a dit de 21 à 35 jours. Je vais me donner 2 minutes de plus à cause de ce truc. Bon, alors, l'hirsutisme et l'acné modérée à sévère doivent être considérés comme des manifestations d'hyperandrogénie. L'acné comédienne est fréquente, tandis que l'acné inflammatoire est rare. Et ça, c'est l'acné inflammatoire qui est le plus évocateur d'une hyperandrogénie. Et donc, on a suggéré aussi qu'en présence donc, de problèmes, de troubles des règles plus hirsutisme, il faudrait quand même
poser un diagnostic définitif en se donnant au moins 2 ans après le début des règles. Et ceci est quand même plus prudent, même si, évidemment, il va falloir quand même peut-être proposer des traitements, même avant cette date-là. Alors, l'alopécie est rarement considérée comme un critère diagnostique, mais habituellement, c'est vraiment des hyperandrogénies, l'alopécie androgénique, bien sûr. Il faut vraiment des hyperandrogénies très sévères qui ne correspondent pas au SOPK. C'est généralement des processus tumoraux. C'est moi qui... Voilà. Alors bon, là c'est le poil, le follicule pileux. Vous voyez, écrit ici la glande sébacée, et par conséquent, on comprend très bien qu'un hirsutisme va s'accompagner également d'un acné, de manifestations d'acné beaucoup plus importantes que dans la puberté normale. Je voulais insister sur quelque chose. Vous ne voulez pas faire quelque chose pour moi, là? Bon. C'est la vitesse, l'évolution d'un poil, la vitesse donc, et le stade du poil. Le poil passe par au moins 4 stades différents et il est très important de penser qu'un poil va mettre facilement 6 à 8 mois à sortir de terre, si j'ose dire, c'est-à-dire à se manifester au niveau de la peau. Ceci est extrêmement important parce que souvent, donc l'hirsutisme va être en retard, si vous voulez, sur la biologie et sur l'hyperandrogénie. Donc un hirsutisme très modéré, voire déjà encore absent, peut très bien être compatible avec des taux de testo déjà élevés. Et ça, c'est important parce que, bon, bien sûr, il ne faut pas retarder le diagnostic. Alors, je voulais insister aussi sur les critères d'obésité. Vous savez qu'évidemment, on utilise le BMI, c'est-à-dire le rapport du poids sur la taille au carré. Mais il faut savoir que chez les enfants, ça c'est les courbes d'enfance, mais quand vous regardez la tranche d'âge de 14-15 ans, vous vous rendez compte que les critères d'un BMI à 25 pour dire qu'il y a un surpoids ou d'un BMI supérieur à 30 pour dire qu'il y a une obésité, ces critères-là sont encore faux. Ils deviendront justes après l'âge de 20 ans. Et entre-temps, donc, le poids, le BMI normal est plus bas que ça. Donc, on peut sous-estimer l'obésité d'une jeune fille de 14-15 ans si on met la barre à 25 ou à 30. Ça, c'est un point important. Bilan diagnostique. Donc là, c'est une plaque que je vais critiquer et bon, vous ne serez pas toujours content de ce que je dis. Dosage hormonaux, FSH, LH, oestradiol, moi je ne suis pas d'accord. Bien sûr, faire FSH, LH, surtout FSH, s'il y a une aménorrhée primaire, c'est très important pour diagnostiquer l'étage. Mais dans une suspicion de SOPK, ça ne sert pas à grand-chose. Même le rapport LH sur FSH, ce n'est pas vraiment contributif. Testostérone totale ou libre. Je ne suis pas pour la testostérone libre, on l'a déjà expliqué et je vais le redire dans un instant. Testo total, c'est inévitable et obligatoire. SHBG, quand on peut la faire, c'est très important. Ça permettra de calculer l'index d'androgène libre. L'ADHA sulfate, qui est l'androgène surrénalien, mais qui va quand même être importante parce qu'au niveau périphérique, et en particulier au niveau du tissu adipeux, et les SOPK n'en manquent pas en général, au niveau du tissu adipeux, la DHA sulfate va pouvoir être convertie en delta 4 puis en testo. 17-OHP, TSH et prolactine, c'est surtout pour les diagnostics différentiels. Au niveau métabolique, glycémie à jeun, il n'y a pas de doute. Insulinémie à jeun, moi je n'y crois pas, ça n'est pas contributif. Je préfère écrire qu'il faut faire une HGPO pour dépister un prédiabète, mais le dosage d'insuline, les rapports, etc., d'insulino-résistance, je trouve que ce n'est pas très contributif. Et puis le bilan lipidique, bien évidemment, il faudra le faire. La mesure de testosterone, donc, c'est important, mais il faut des tests fiables et il faut que les plages normales soient bien définies, ce qui n'est pas toujours le cas, et en particulier, ce n'est pas toujours le cas en fonction de l'âge. On peut avoir des problèmes de sensibilité de dosage inadéquats, des plages normales qui ne sont pas bien documentées et des interférences de dosage. Donc les dosages directs de testolib, c'est très cher et en plus de ça, c'est mal reproductible.
Par contre, la SHBG, c'est intéressant, et donc voilà, ça vous permet de calculer l'indice d'androgène libre, qui est plus stable. Je passe. Mesure de la delta... Oh, pardon. Enfin, il y avait mesure de la delta 4 androstendione, et contrairement à ce qu'on vous dit, delta 4 androstendione, c'est autant produit par l'ovaire que par la surrénale de façon habituelle. Par contre, évidemment, quand il y a une cause ovarienne ou une cause surrénalienne, l'équilibre est déplacé. Et la DHA, c'est pour la surrénale. Vous avez ici, en fonction des stades de Tanner, à gauche la testostérone totale, au milieu la SHBG, et donc à droite l'index de Free-Testo. Et comme vous le voyez, l'index de Free-Testo amplifie, si vous voulez, l'élévation, enfin la différence, on va dire, en haut, entre la courbe des SOPK et en bas, la courbe des filles normales. L'AMH, bon, l'AMH, je passe rapidement parce que finalement, c'est vrai, elle est plus élevée chez les filles avec SOPK que chez les filles sans SOPK. Mais elle est élevée aussi chez les filles non obèses qui ont un SOPK, mais pour l'instant, elle n'est pas recommandée, elle n'est pas validée pour le diagnostic à cet âge-là. Après aussi, on peut le discuter d'ailleurs. Donc l'AMH, quand même, différence significative. Testo total, différence significative. 17-OH progestérone également, différence significative. Alors, la diapo qui va me faire tuer, si elle arrive, c'est à propos de l'échographie. L'échographie, la morphologie polycystique des ovaires, donc PCOM, eh bien, elle a été démontrée présente donc dans une large population d'adolescentes normales. Et en plus, on sait on l'a déjà dit, que l'échographie transabdominale est beaucoup moins fiable que la voie transvaginale, donc ça pose un problème. Finalement, la seule chose qui pourrait être peut-être à retenir, mais ça se discute, c'est un volume ovarien augmenté dans ce groupe d'âge. Et donc, finalement, on ne va pas prendre l'échographie, on ne va pas se servir de l'échographie pour critères. Et en plus de ça, l'aspect échographique ne va pas avoir un intérêt prédictif pour l'existence d'un SOPK ultérieur. Alors, sur le plan métabolique, 50% des adolescentes avec SOPK ont des stigmates d'insulinorésistance. La résistance à l'insuline, elle va aussi bien s'observer chez les SOPK obèses que chez les femmes minces. Et donc, même chez les adolescentes avec SOPK, on peut déjà dire qu'il y aura un risque ultérieur de syndrome métabolique. Alors là, si je recule sans le vouloir, mais c'est très important. Les troubles métaboliques ne doivent pas être utilisés comme des critères diagnostiques du SOPK, mais inversement, il faut rechercher, en cas d'obésité ou d'insulinorésistance patente pour d'autres critères, eh bien, il faudra penser à la possibilité d'un SOPK et donc le rechercher. Donc l'évaluation longitudinale des adolescentes atteintes de SOPK a montré que le facteur le plus important pour évoluer vers des anomalies de la glycorégulation, c'était en fait l'IMC et non pas le SOPK. Alors ça, c'est donc une étude sur 70 adolescentes à qui on a fait donc une évaluation métabolique. Eh bien, il y avait 18% d'anomalies de la tolérance aux glucides, avec une altération de la glycémie à jeun chez 3% seulement, mais une altération de la glycémie post-glucose, c'est-à-dire la glycémie à 2 heures, chez 15%, et déjà 1,5% de critères de jeunes filles qui avaient des critères de diabète de type 2. Et ceci était clairement présent aussi bien chez les obèses que les non-obèses. Donc finalement, une hyperglycémie au GTT, mais hyperglycémie provoquée par voie orale, doit être envisagée quand on diagnostique un SOPK, même s'il s'agit d'une adolescente et même si apparemment son BMI est normal. Voilà, vous voyez ici, en fonction du Body Mass Index, donc vous voyez ici la répartition des glycémies après OGTT, supérieure à 1,50 g, c'est une anomalie de la glycorégulation. Et comme vous le voyez, c'est totalement
Ça survient aussi bien chez chez des poids normaux que des poids élevés. Là, je retourne en arrière. Bon, alors, je passe. Donc là, les aspects évolutifs, ça va être vite fait. Quoi que puisse nous dire Faten ou ce que peut nous dire aussi Radwen, finalement, le destin, c'est que les femmes avec SOPK augmentent leur poids au fur et à mesure de leur vie. Avec, bon, quelque chose dont elle n'a pas parlé, mais avec les régimes, le risque d'effet yo-yo qui est très important. Et donc, finalement, une femme au SOPK, il faut la mettre sous régime, mais elle devrait savoir qu'elle devrait être sous régime pour toute sa vie, pratiquement. Chose qui n'est pas facile à avaler, je le dis clairement. Les androgènes, avec le temps, comme vous le voyez, la testostérone ne va presque pas bouger, la DHA, elle, pratiquement pas, l'index d'androgène libre augmente un petit peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, l'état hormonal ne bouge pas beaucoup, et surtout pas dans le bon sens, si j'ose dire, mais pas trop dans le mauvais, mais enfin, c'est déjà mauvais à la base. Voilà, alors ici, on voit au départ HTN, c'est-à-dire la prévalence de l'hypertension artérielle, de l'hypertriglycéridémie et de la baisse du HDL cholestérol entre des PCOS en noir et des obèses non PCOS. Ça, c'est au départ. À droite, vous voyez comment ça a évolué avec le temps et comme vous le voyez, les PCOS évoluent en aggravant leur profil métabolique. Alors, j'avance bien là. Voilà. Oh, non, là, c'est trop vite. Pardon. Ça, c'est une représentation pour les plus jeunes, c'est un mur de mots. On pose à un certain nombre de personnes, enfin de patientes en l'occurrence, on leur demande ce que ça évoque pour elles, le PCOS, et à partir de là, selon la fréquence avec laquelle elles vont dire un qualificatif, le mot aura une taille plus ou moins grande sur le mur. Comme vous le voyez, vous avez relief, c'est-à-dire le soulagement. Mais vous avez aussi angry, c'est-à-dire la colère. Vous avez le why qui signifie « et pourquoi ça m'est tombé dessus ?» quoi. Vous avez bien sûr frustration, vous avez l'infertilité, etc. Donc ça prouve bien, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même très important, ça prouve bien l'impact du SOPK sur la vie des femmes. Elles sont angoissées si elles n'ont pas le diagnostic, et si elles ont le diagnostic, elles vont aller sur Internet et elles vont quand même être angoissées en voyant que finalement, il y a des risques d'infertilité, il y a des risques métaboliques, des risques cancéreux, etc. Un autre point que j'aime bien souligner sans diapo, c'est le problème de la transition. En général, les adolescentes SOPK, elles sont amenées par leur maman pour les troubles des règles ou pour l'hirsutisme ou les deux. Bon. Mais à un moment donné, c'est-à-dire, en fait, elles ne se prennent pas en charge. C'est théoriquement la maman qui va les prendre en charge. Et à un moment donné, il faudra quand même qu'elles assument, aussi bien concernant les règles hygiéno-diététiques, parce que personne ne peut les faire à leur place, qu'au niveau des traitements, parce que là aussi, c'est très fréquent que les adolescentes, elles arrêtent un traitement 2-3 jours après l'avoir entamé. Tout ceci fait partie du contexte du SOPK de l'adolescente, et il faut le savoir, et il ne faut pas penser que parce qu'on a fait une ordonnance, elle va être appliquée et encore plus appliquée pour toute la vie. Finalement, le diagnostic différentiel, je veux bien insister, mais enfin très vite, sur l'hyperplasie congénitale des surrénales. Sachez que l'hyperplasie des surrénales va donner, dans sa forme à révélation tardive, va donner essentiellement un hirsutisme qui va apparaître avant même les premières règles, alors que dans le SOPK, l'hirsutisme sera plutôt postérieur aux premières règles. Et puis, donc, il faudra faire ce qu'on a déjà dit, dosage de 17OH progestérone, et si possible au début du cycle, ça c'est important parce que vous savez mieux que moi que la 17OH progestérone va augmenter, et en particulier au niveau du follicule ovulatoire. Et puis le test, si on fait un test au synactène, c'est un test au synactène 250. Les tumeurs sécrétant des androgènes, elles peuvent être ovariennes ou surrénaliennes. Ce sont des taux très élevés d'androgènes. Il y aura des troubles des règles, ça c'est très clair. L'hirsutisme ne sera peut-être pas toujours aussi élevé qu'on s'y attendrait.
Et donc, à partir de là, il faut savoir évoquer le diagnostic, mais c'est le taux de testo qui va vous aider. Le syndrome de Cushing, qui peut aussi correspondre d'ailleurs à une tumeur surrénalienne sécrétant à la fois des androgènes et du cortisol, ou bien une étiologie hypophysaire. Et puis après, on a l'hyperprolactinémie. Et SOPK hyperprolactinémie, c'est quand même une association fréquente, c'est un peu un jeu de ping-pong entre les deux, et l'hypothyroïdie également. Sur le plan thérapeutique, je vais être rapide pour vous dire que, bon, on a les interventions sur le mode de vie, on l'a dit, les traitements locaux, le laser, enfin ça c'est pour l'hirsutisme, donc ça c'est important. La metformine, j'y reviens pas, les antiandrogènes, dont la spironolactone, et là-dedans, vous voyez qu'il n'y a pas l'acétate de cyprotérone, et les œstroprogestatifs, là pour insister qu'il faut choisir un œstroprogestatif dont le progestatif est le moins androgénique possible, et si possible, en plus, qu'il puisse être anti-androgénique. Alors, efficacité chez les ados, les mesures de régulation du cycle, bon, ça ne marche pas, enfin ça marche. Au moment sous traitement, ça va marcher, mais à l'arrêt du traitement, ça reviendra comme avant. L'hirsutisme, l'association metformine et œstroprogestatif, ça va marcher. Metformine spironolactone aussi, metformine flutamide, bon, si on l'avait, ça pourrait marcher. Oh là là. La dysglycémie, en fait, il faut savoir qu'elle va être aggravée par les œstroprogestatifs. Et le poids, il n'y aura pratiquement pas d'effet. Le cholestérol, il va être plutôt aggravé par les œstroprogestatifs et amélioré par la metformine. Bon, le reste, on passe, il n'y a pas de problème. La chose sur laquelle je voulais insister, parce que, bon, évidemment, Faten, elle ne va pas vous dire qu'il faut opérer les malades obèses, mais la chirurgie bariatrique chez les SOPK en général et les adolescentes en particulier. En pratique, les traitements hygiéno-diététiques et les traitements hormonaux sont difficiles et souvent frustrants pour les patients et les médecins. La chirurgie bariatrique, si elle veut bien apparaître, c'est un problème. Vous voulez passer, s'il vous plaît? Je suis fatiguée de ce truc. Voilà. La chirurgie bariatrique peut être efficace pour perdre du poids, mais elle va possiblement favoriser un meilleur fonctionnement hypothalamo-hypophyso-ovarien, réduire le risque vasculaire et améliorer la fécondité. Mais surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça peut s'accompagner de carences importantes pour tout le restant de l'existence, parce que ce n'est pas réversible pratiquement, et ceci est particulièrement redouté chez ces patientes qui sont adolescentes. N'imaginez pas que parce que vous allez donner vos compléments alimentaires habituels, si elles déclenchent une grossesse ou autre, ça va passer. Le problème, c'est que les médicaments, compléments alimentaires ou autres, que vous allez administrer par voie orale, leur absorption sera largement perturbée chez des malades qui ont été opérés. Donc, il faut être particulièrement vigilant chez ces femmes qui ont une chirurgie bariatrique parce que elles peuvent vous échapper en quelque sorte facilement. En conclusion, et c'est ma dernière diapo, toutes les adolescentes présentant une hyperandrogénie ou une oligonévulation doivent être évaluées pour les SOPK. L'idéal, c'est bien sûr une détection et une gestion précoce pour prévenir les complications à long terme, mais il faut que l'observance thérapeutique soit bonne, et malheureusement, l'adolescence, ce n'est pas caractérisé par ça. Et en même temps, il faudra possiblement réévaluer un diagnostic de SOPK ou un diagnostic éliminé de SOPK un peu à distance de la puberté pour éviter des diagnostics excessifs ou incorrects. Et je vous remercie. Alors, il faut que si vous êtes encore résistant, c'est le cas de le dire, si vous avez quelques questions, on va essayer, les trois orateurs vont essayer d'y répondre. Je vous remercie. Là, il faut le changer. Hein. Non, mais quand même, je le mets moi-même à la poubelle ou quoi? Je peux le faire. Tu vois, tu le fais tomber. Alors, des questions? Ah, Monsieur Ben Saïd, évidemment. Une question.
Tu as Je droit à remercie une les trois question. conférenciers et je voudrais apporter deux remarques. Deux. Concernant la première conférence de professeur Mahjoub, elle nous a proposé plusieurs protocoles hygiéno-diététiques. Je voudrais apporter une explication comment un protocole hygiéno-diététique peut réduire l'insulinorésistance. En effet, si un protocole hygiéno-diététique va réduire l'apport des glucides, eh bien, les tissus qui utilisent beaucoup de glucides, comme le tissu musculaire, comme le tissu cérébral, va ressentir ce manque de glucides dans ce type de protocole alimentaire et va dire à l'insuline, venez s'il vous plaît, nous permettre l'entrée du glucose dans nos cellules pour produire de l'énergie au niveau des mitochondries. Par conséquent, faire un régime hypoglycédique réduit l'hyperinsulinémie et l'insulinorésistance de cette manière. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux bien saisir votre question. Vous pouvez la formuler autrement. Je vais répondre. Je sais pas que je vais répondre. C'est un commentaire. Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton commentaire. D'abord parce qu'au niveau du cerveau, et heureusement pour nous tous, le glucose diffuse naturellement. Il n'y a pas besoin d'insuline. Sinon, on ne serait pas dans l'état mental. Ceci au niveau du cerveau. C'est vrai. D'accord. Bon, au niveau du muscle, c'est vrai. Mais en même temps, le muscle lui-même va développer des récepteurs, des transporteurs de glucose qui font qu'il va pouvoir corriger. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Le fait de réduire l'apport en glucides, ça ne va pas perturber la glycémie. Le foie est là pour veiller à ça. C'est son job. Mais si on a un apport très insuffisant, 20 grammes de glucides par 24 heures, 25 grammes par 24 heures. On fabrique du glucose à partir des protéines. On fabrique du glucose à partir des lipides. Donc, il n'y a pas de souci. C'est quand même une charge pour l'organisme. La nature a bien fait les choses depuis justement l'état ancestral et tout. On nous a habitués à vivre en jeûne. Sans glucides. C'est même notre problème maintenant. Oui, absolument. Oui, s'il vous plaît, concernant également l'activité physique. Oui. Quand on dit que l'activité physique, il nous faut une marche rapide toutes les 30 minutes à plus de 30 minutes. Juste, je voudrais dire que quand on fait une marche rapide, 20 minutes, c'est à partir de 20 minutes que les graisses commencent à se dégrader au niveau des mitochondries, là encore, pour produire de l'énergie. Donc, pas moins de 30 minutes de marche rapide par jour, 5 fois par semaine minimum. Oui, vous avez tout à fait raison. Et je tiens à préciser aussi que pour ces patientes obèses sédentaires, il faut commencer l'activité physique progressivement et l'augmenter au fil du temps jusqu'à atteindre donc les objectifs ou les recommandations. Et vous avez tout à fait raison, oui, 30 minutes, voire plus même pour stimuler la lipolyse. Si Madame Claude me permet une question pour notre jeune assistant. Oui, enfin, si quelqu'un d'autre a une question, il faut se manifester. Hein. Bon, mais... Je voudrais vous dire qu'à mon avis, la meilleure indication justifiée médicalement pour la metformine, ce sont des femmes ou des jeunes filles avec SOPK diagnostiqués et confirmés et qui ont un état de prédiabète ou qui sont diabétiques déjà de type 2. C'est une indication qui va jouer doublement et pour traiter le diabète de type 2 et pour améliorer la sensibilité de l'insuline. موافق؟ Ça c'est pas pour les SOPK qu'on le donne, on le donne pour le diabète. Et par conséquent, quel est le rôle de la metformine? C'est en absence, bien sûr, s'il y a des troubles de tolérance glucidique qui ne s'améliorent pas sous diététique, l'indication de la metformine est là. Mais on a marqué la metformine pour le SOPK. À mon avis, il n'y a pas d'indication. Je ne suis pas d'accord et des milliers de médecins et de chercheurs ne sont pas d'accord avec vous. Bon, merci. Si ça a une indication, parce que
on a clairement dit que malgré tout, même avec des glycémies normales, il y a un effet d'hyperinsulinisme dans le SOPK et que cet hyperinsulinisme est lié à l'insulinorésistance. Mais je viens déjà de dire qu'il n'y a pas d'insulinorésistance au niveau du cerveau, mais il n'y en a pas non plus au niveau de l'ovaire. Là, c'est au niveau du cerveau, c'est heureusement, au niveau de l'ovaire, c'est malheureusement. Donc, en stimulant l'ovaire, l'insuline va stimuler les chaînes de synthèse jusqu'aux androgènes. Et c'est comme ça qu'on a, enfin, entre autres, on a une hypersynthèse d'androgènes au niveau de l'ovaire. Et donc, en bloquant l'hyperinsulinisme, c'est-à-dire en essayant de diminuer la sécrétion d'insuline, en augmentant son efficacité, eh bien, on va pouvoir diminuer l'effet ovarien, de l'hyperandrogénie et du SOPK. Alors là, on pourrait inviter Philippe, il n'y a pas de doute, on en rediscutera. Il n'y a pas de doute à ça. D'autres questions par d'autres assistants? Non? Monsieur Maïs, tu n'as pas de questions? Alors, on va clôturer la... C'est bon, donc on clôture la séance et on reprend à 14h30. Merci.